22, 23, 24 ans, tu te retrouves peut-être avec des mecs qui ont plusieurs millions de patrimoine en face de toi. Toutes tes petites décisions peuvent avoir un impact tout de suite et dans le futur sur le patrimoine et la vie du client, d'une manière générale. Particulièrement en région parisienne, il y a vraiment des mecs de l'automobile qui travaillent comme des cochons. Après, il y a les contraintes personnelles qui sont aussi plus importantes que le business. Voir son fils. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu vois 2026? Écoute. Bienvenue sur Parole de franchisé, le podcast qui va à la rencontre des franchisés Wicar. Je suis Romain Barraud, fondateur de Wicar, et dans cette série, nous allons vous faire partager un moment sincère et authentique entre professionnels automobiles passionnés. Nos franchisés vont tout vous dire sur leur parcours, leur expérience, ce qui les a motivés à devenir leur propre patron et bien évidemment leur aventure entrepreneuriale avec Wicar. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu, notre franchisé de Brie-sur-Marne. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va, très bien. Et toi? Bon, impeccable, merci, je suis content de te recevoir. Dans notre échange là, on va essayer de le faire en une petite heure, 45 minutes. On va parler un petit peu de ton parcours, toi. Qu'est-ce que t'as fait dans ta carrière, tes études, comment t'es arrivé là jusqu'à devenir ton propre patron? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir ton propre patron? Et comment t'es arrivé un petit peu chez nous, chez Wicar, etc. On va creuser un petit peu ça. Puis surtout, comment se passe ton aventure entrepreneuriale chez nous depuis presque 2 ans maintenant peut-être? C'est ça. Un an et demi. Un peu plus d'un an et demi. Ouais. Un peu plus d'un an et demi, bientôt 2 ans. Et on va parler un petit peu de tout ça, ta passion de l'automobile et un peu de tous ces sujets-là. Ça te va comme programme? Ça me va. Déjà, première chose, est-ce que brièvement tu peux te présenter? Quel âge t'as? C'est quoi ta situation personnelle peut-être? Si t'es un gars du coin, est-ce que t'as grandi en région parisienne? C'est quoi un peu de tes grandes lignes? Du coup, Mathieu, 27 ans. Je viens pas du tout de région parisienne, je suis Dijonnais de base, donc rien à voir. Je me suis exporté en région parisienne il y a de ça 4-5 ans, après avoir fait des études à Dijon, ma ville natale, sur un domaine tout autre, banque, gestion de patrimoine. J'ai enchaîné là-dessus et après je suis venu en région parisienne pour trouver du travail dans ce secteur-là, avant de me rediriger, comme tu le sais maintenant, chez Wicar. Ok, donc toi t'as grandi en Bourgogne. Ouais. Ok, donc t'es un gars du coin là-bas. Ma bonne Bourgogne natale. Jusqu'au lycée? Jusqu'à l'école de commerce, ouais. École de commerce, donc t'as fait ton école de commerce à Dijon. À Dijon. Ça rappellera une autre vidéo où Jean-Baptiste de Reims a fait aussi l'école de commerce de Dijon, quelques années avant toi. Et donc t'as fait ton école de commerce, mais toi t'avais choisi plutôt une voie banque, gestion de patrimoine. Banque, gestion de patrimoine, ouais, et je suis rentré là-dedans, du coup j'ai fait mes études qui étaient en lien, j'ai commencé avec un premier stage dans ce secteur-là, continué avec une alternance en région parisienne dans une banque privée aussi, enfin sur Paris, rue du Louvre, et après j'ai continué sur des postes de banquier privé. Donc les 2 dernières années de ton école de commerce, en gros de 21 à 23 ans quoi. De 21 à 23, j'étais en alternance sur des postes d'assistant banquier privé sur Paris, et après effectivement de mes 23 à 25 des postes de banquier privé, okay. Et après est venue l'heure du changement, ouais. Ouais, ok. Et t'étais chez qui du coup? J'étais à la Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Banque privée de la Caisse d'épargne. Et toi, t'as fait que banque privée? J'ai fait que banque privée. Ok, bah raconte un peu ça, parce que ça, je pense que c'est intéressant. Il y a des gens qui... Ça, il y a un peu des fantasmes un peu là-dessus, tu vois. Banque privée, pour eux, là, dans la tête des gens, c'est Macron et Rothschild, quoi, tu vois. C'était quoi le job? C'est-à-dire que t'avais des gens qui avaient un minimum de patrimoine, c'est ça? Ouais, en gros, le job, ça reste le même qu'ailleurs. Hein. C'est prendre soin des clients, les accompagner au mieux, peu importe les problématiques. Avec, certes... Sur la partie perso? Sur la partie perso et sur la partie patrimoniale d'entreprise aussi un petit peu. Ok. Avec des seuils d'entrée, effectivement, qui varient d'une année sur l'autre et en fonction de la typologie de banque privée dans laquelle j'ai pu travailler. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a des seuils minimaux à atteindre pour pouvoir avoir accès à ces banques privées. Et après, nous, on était chargés de conseiller au mieux et d'accompagner au mieux tous les clients dans leurs projets patrimoniaux et projets de vie globaux. Ouais. Ok. C'était quoi ces seuils qu'on puisse avoir un ordre d'idée qu'en fait, ça nous permet de savoir un peu la responsabilité qui était la tienne. Parce que t'étais jeune. Alors, 22, 23, 24 ans, tu te retrouves peut-être avec des mecs qui ont plusieurs millions de patrimoine en face de toi. C'est quoi le truc un peu? Ça a un petit peu évolué depuis, mais effectivement, on a une fourchette basse qui était à au moins le million d'actifs placés sur la partie banque privée traditionnelle. Ok. Au moins voir après nos limites, quoi. Nos limites, ouais. Donc en région parisienne. En région parisienne. Donc du coup, fatalement, des gens qui en moyenne ont un patrimoine quand même plus élevé qu'en région. Qui ont un patrimoine de fait plus élevé, alors beaucoup grâce à l'IMO, donc c'est un peu biaisé parce qu'il y a eu ils ont fait des grosses ventes. Ouais, il y a eu des grosses ventes, il y a eu des vrais pics sur l'immobilier, surtout en région parisienne, donc il y a des personnes qui sont devenues riches comme ça. Mais ouais, effectivement, il y a un patrimoine moyen qui est un petit peu plus élevé qu'en région, dans Paris intramuros en tout cas. Ouais. Ok. Donc t'arrives un peu là-dessus. Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi t'as choisi ce secteur-là? Écoute, le conseil client, l'approche, le fait d'avoir quand même cet aspect et écoute du client et le conseil et la partie technique derrière, parce que ça reste un métier de vente, parce qu'on est banquier, donc enfin employé de banque, donc on est quand même dans la vente, dans le commerce, avec des spécificités techniques qui t'obligent à être
toujours au goût du jour, dernières informations sur tout ce qui se fait, sur toutes les parties techniques, pour pouvoir accompagner et structurer au mieux, parce que toutes tes petites décisions peuvent avoir un impact tout de suite et dans le futur sur le patrimoine et la vie du client, de manière générale, parce que tu touches à la succession, tu touches à l'optimisation patrimoniale à l'instant T, tu touches à comment limite le frottement fiscal, tu touches à beaucoup de choses. Donc ouais, effectivement, toute petite décision peut avoir un impact important et c'est ce qui m'a bien plu aussi dans tout ça, ouais. Ok. Ce qui t'a plu, c'est l'entrée avec la relation client. En plus, un mélange finalement qu'on retrouve un peu dans l'auto. C'est-à-dire, c'est pas de la vente de but en blanc. À la fois, on s'assoit sur une connaissance, une base technique, une compétence, comme tu dis, hein, si j'ai bien compris. Et à la fois, on essaie de connecter avec le client, finalement, lui simplifiant toute cette démarche, quoi. Ce qui est quand même assez complexe. C'est ça. Et à patrimonial, fiscal, comme tu dis, à tout niveau, quoi. T'as un ensemble de compétences à maîtriser et c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est des compétences différentes, mais effectivement des compétences techniques à maîtriser, que ce soit sur le secteur dans lequel je suis aujourd'hui ou sur la banque privée à l'époque. On reste sur les mêmes bases où on accompagne des clients dans un projet de vie. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt dans un projet de vie pour les accompagner sur leurs déplacements au quotidien et leurs projets automobiles. Mais voilà, ça reste des projets de vie quand même dans lesquels il faut accompagner les personnes et pour lesquels les personnes nous font confiance. Donc, c'est important d'être sérieux et impliqué, ouais. Ok. Donc, t'as fait ça jusqu'à tes 25 ans. T'étais content sur le moment, mais à un moment, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, ça me va plus, je veux passer à autre chose. C'était quoi un peu le cheminement ? Honnêtement, pourquoi t'as pas continué ? Honnêtement, c'est un virage qui a été pris parce que il fallait le prendre à un moment ou à un autre. Honnêtement, il aurait pu être 10 ans plus tard, hein. J'avais aucun frein, aucun point bloquant, j'étais bien là où j'étais. C'est une structure qui est super, donc tout était nickel. Mais effectivement, il y a eu un moment, un déclic dans ma tête où je me suis dit, bon, de toute manière, est-ce que je prends les risques maintenant ou est-ce que je les prends dans 10 ans quand j'aurai 2 enfants de plus, des frais, des charges en plus ? Et je me suis dit, je me lance. J'avais un projet entrepreneurial et je savais que ça allait être dans l'auto. Je savais pas dans quoi précisément, mais je savais que ce serait l'auto. Donc effectivement, j'ai commencé à sonder et à regarder un petit peu. Et pourquoi l'automobile ? Une passion depuis toujours. T'as toujours été passionné de bagnole ? Ouais. C'est familial un peu ou c'est familial, il y a eu un peu de ça, ouais. J'ai un père qui a toujours aimé parler de voiture, qui a toujours apprécié ça de manière générale. Mon frère, de la même manière, carrossier à un moment, donc pareil, qui était dans les voitures, qui trempait dedans, et tout ça, de fil en aiguille, ça a une passion pour tout ça, et puis une passion personnelle aussi, à force de voir un peu de ça, de se mettre dedans, mettre le nez dedans. Depuis l'adolescence, t'avais le nez dedans, tu t'intéressais aux voitures, les moteurs. Ok. Et là, tu te dis, si je fais du commerce, moi, si je me lance à mon compte, ça sera l'auto, quoi. Bon, en fait, le commerce, la relation client, je sais faire, et du coup, j'ai cherché quelque chose, un domaine dans lequel ça me faisait plaisir d'évoluer. Fil en aiguille, je suis arrivé effectivement dans ma réflexion sur l'automobile, et du coup, je savais vendre, j'aimais l'auto, j'ai essayé de coupler les deux et de voir où je pouvais aller comme ça. Ok. Donc là, t'as commencé un petit peu à regarder quelles étaient tes solutions en face de toi. C'était quoi un peu ton parcours là-dessus ? Cette idée-là, elle est venue aussi du fait que je suis allé acheter pour ma belle-mère à l'époque une voiture dans une agence, un mandataire auto, qui faisait aussi intermédiaire de vente à l'époque. Et je me suis dit, bon, je voyais comment ça se passait, il n'y avait pas un niveau très très élevé là où je suis allé acheter ma voiture. Je me suis dit, je peux faire mieux, ça me plaît bien, l'idée me plaît, le travail semble convaincant. J'avais fait de l'agence immobilière aussi dans mes expériences en école de commerce, en stage, donc cette idée-là d'être intermédiaire entre deux clients et de travailler sur un bien que tu passes d'un vendeur à un acheteur, je le connaissais aussi. Et je me suis dit, bon, je vais regarder un peu ce qui se fait dans le secteur, qui sont les noms qui recrutent aussi. Donc tu découvres le métier par la vente, l'achetant, ouais. Pour ta belle-mère. C'est ça. Que tu connaissais pas le métier. Non. Les grandes lignes, peut-être dans de loin. Les grandes lignes, j'avais jamais mis le nez dedans. Mais j'avais mis non. T'arrives là-dedans, tu dis, bon les gars, dans les grandes lignes, c'est pas mal. Et en plus, quand t'arrives, tu vois que les mecs en face de toi, c'est pas des tueurs, c'est pas des tireurs d'élite. Donc tu dis, tiens, bah moi, je peux faire mieux, quoi. Ou moi aussi bien. Ouais, je me suis même dit, si eux y arrivent, j'y arrive, quoi. Si lui il y arrive, c'est que je devrais normalement y arriver, ouais. Ok. Pas de raison. Donc tu fouilles un peu le métier. Ouais. C'est comme ça que tu découvres le mandat. Je fouille le métier, je découvre le mandat, je regarde un petit peu ce qui se fait sur la place. Honnêtement, je regarde les 5-6 gros noms qui ont des agences au national. Je regarde un petit peu tout ça, je commence à contempler à droite à gauche, demander des brochures, me documenter. Et effectivement, j'ai avancé dans les process, j'en ai sondé un ou deux. Et puis, on en est venu à échanger. Avec nous, ouais. Et comment tu nous as découvert ? T'as fouillé, t'as trouvé où ? J'ai fouillé, franchement, honnêtement, j'ai réseaux sociaux, réseaux sociaux et des sites spécialisés en franchise, ouais. Des sites spécialisés en franchise. Je sais plus lequel parce qu'il y en a 2 ou 3 qui se battent sur tout ça, mais ouais, en tout cas sur un des sites spécialisés, et donc du coup il y a eu la mise en relation avec toi déjà à l'époque, ouais. C'est ça. Et pourquoi Wicar ?
Écoute, les échanges, j'ai échangé avec. Un peu. Alors déjà, dans les brochures, dans les brochures, j'en ai éliminé quelques-uns. Après, j'ai testé 2-3 marques à l'oral en discutant un petit peu, et effectivement, le feeling est bien passé avec WeCars. Cette approche d'accompagnement un peu plus complet, avec notamment la partie lead prospection, c'est ce qui m'a propulsé un peu plus vers WeCars que vers les autres, au-delà de l'aspect humain et que tout collait. Parce que de la prospection, j'en avais aussi fait dans un précédent métier, et je sais que je voulais plus passer mes journées à ça. Donc voilà, effectivement, c'est cet ensemble d'approches humaines et d'apport dans le business qui a fait que j'ai voulu approfondir et me tourner plus près vers WeCars. Donc tu fouilles, tu vois plusieurs marques, plusieurs enseignes, nous et nos confrères. Tu dis tiens, WeCars, c'est pas mal. Discussion, ça se passe bien. Tu te rends compte aussi qu'on fournit les mandats. Donc là, tu te dis wow, c'est un vrai game changer. Et finalement, la stratégie te paraît cohérente, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. On se rencontre. Tu viens à Montpellier. Ouais. Ok. C'était quand ça? Quel mois, tu sais? C'était quand? Il y a 2 ans. C'est il y a un peu plus de 2 ans. Alors, début de. Ouais. C'était mai 2023, on se contacte. T'as ouvert 1 an avant? Non, j'ai ouvert 1 an après. T'as ouvert 1 an après. Mai 2023, on se contacte. Téléphone. Ouais. Je viens juillet-août. Oui, c'est vrai que ça, on avait mis longtemps à ouvrir. On se dit, ok, je trouve un local. Pas une chose facile. Et après, on va y venir sur le local. Ouais, c'est ça. Et après, je pose Madem dans la foulée, je crois octobre-novembre. Et après. Tu réserves la zone. C'est ça. Démission. Et c'est parti. Ce que c'est que tu as vu la partie, en tout cas, prospection, etc. Surtout qu'en région parisienne, c'est une difficulté encore supplémentaire. Donc, du coup, commence le pré-aventure entrepreneuriale. Recherche de local. Recherche de local, ouais. Alors, point important, j'ai toujours, si vous avez regardé plusieurs vidéos, vous devez savoir, je répète souvent la même chose, le local, c'est jamais facile. Non. Et faire croire à des gens que c'est facile, c'est pas vrai. Simplement, on trouve toujours. La preuve, t'es là. Il y en a, on trouve en 2 semaines, d'autres, on trouve en 3 mois. Voilà. Donc toi, comment ça se passe que les locaux, j'ai toujours tout le temps, tous mes franchisés que j'accompagne partout en France, jamais facile. Le seul endroit où c'est le plus dur, tout le monde me dit que c'est dur chez lui. Je dis non. Le seul gars qui a le droit de me dire que c'est dur chez lui, c'est la région parisienne. Ouais. Non, en région parisienne, c'est pas facile. C'est pas facile, et il y a plusieurs choses qui font que c'est pas facile. C'est que déjà, il y a dans un environnement, un écosystème où il y a beaucoup d'entreprises aussi, donc plus de personnes en face qui veulent louer le local. Il y a une deuxième barrière, c'est le prix. Il y a des prix des locaux qui sont 2 à 3 fois plus cher qu'en région. Quand je vois certains confrères, des fois, je les envie sur le prix de leur local. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en région parisienne. Et la troisième chose, c'est louer un local quand tu dis que c'est pour faire de l'automobile en région parisienne. Ça t'enlève 80% des locaux. 80% des locaux où on te dit tout de suite, non, c'est pas possible, c'est automobile. Peu importe. Alors j'ai argumenté, le local que j'ai aujourd'hui était aussi interdit à l'automobile. J'ai argumenté en montrant des beaux plans détaillés de ce qu'on sait, des plans 3D, on fait que de l'exposition, on fait du joli. Voilà, on n'est pas là pour faire une décharge à ciel ouvert. En fait, ils ont peur de ça. Mais non, c'est pas facile. Ça demande quand même pas mal de temps. J'ai eu de la chance d'être accompagné par un bon agent IMO aussi, qui m'a bien aidé. Qui a pris ses honoraires, mais qui m'a bien aidé. Il a été payé, mais il a fait le boulot. J'ai trouvé un local, c'est le principal. Et même, j'ai galéré pendant 2-3 mois à trouver. Et la semaine où je trouve le dernier, il y en a 3 qui me disent oui en même temps. Donc, c'est le moment où, au final, tout se décante et ça avance. Mais ouais, non, j'avais une zone avec deux villes de prédilection que je voulais pas trop dépasser. Et donc, ça a aussi compliqué les recherches. Mais à la fin, on trouve. Donc, toi, on rappelle que tu es à Brie-sur-Marne. Donc, Brie-sur-Marne, 94. Légèrement à l'est, première ou deuxième couronne à l'est de Paris. C'est ça. En gros, grosse densité de population. Parce que t'es à côté aussi, toi t'habites pas loin. Moi je suis à côté, en fait Brie-sur-Marne, on est collé au 93, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand. Moi j'habite à Noisy-le-Grand, juste à côté. Donc non, effectivement, c'est une zone avec une belle densité de population. On est collé à de belles villes. Je pense à Nogent, je pense à Champigny, je pense à Neuilly-sur-Marne, Le Perreux. C'est des belles villes aussi. Donc c'est le secteur que tu visais, quoi. Ouais, le secteur il est central. On est proche de l'autoroute, on est proche du RER. En région parisienne, proche du RER, c'est la clé aussi pour les personnes qui viennent d'Île-de-France et de plus loin, parce qu'on a aujourd'hui un peu plus de 40% de nos clients qui viennent d'hors Île-de-France. Donc c'est important d'être accessible, que ce soit par la route ou par les transports. Ouais. Ok. Donc finalement, tu arrives quand même à déverrouiller un peu toutes ces clés. C'est vrai que souvent,
je le dis pour les futures personnes qui vont chercher à Paris. En effet, les gens dans l'automobile, ils disent oui, non, pas d'auto, mais c'est normal parce qu'ils sont échaudés. Je leur dis souvent, vous voulez pas de kebab, vous voulez pas de McDo. C'est comme si le mec disait, je veux pas de restauration. Ça n'a rien à voir. Si je vous dis que je suis de l'auto, mais je suis Porsche, vous voulez pas Porsche? Ah si, je veux bien Porsche. Donc non, c'est pas que vous voulez pas d'automobile. Ouais, il faut nuancer. C'est que vous voulez pas de décharge à ciel ouvert, comme t'as dit, parce que très souvent, et c'est vrai, particulièrement en région parisienne, il y a vraiment des mecs de l'automobile qui travaillent comme des cochons. Et moralité de l'histoire, ça donne une mauvaise image de notre métier. D'ailleurs, ces gens-là sont quand même de plus en plus en train de disparaître. Mais il en reste encore certains. Et les propriétaires, ils sont échaudés, ils en veulent pas, quoi. Mais t'as bien mis en avant qu'en effet, chez Wicar, c'est vraiment que des halls d'exposition, c'est propre, c'est normé, c'est une franchise, on fait pas n'importe quoi. Donc finalement, t'as réussi à déverrouiller le truc. Au bout de 3, 4, 5 mois, 2-3 mois, tu disais, le local, 3-4 mois. 2-3 mois de recherche bien active pour arriver à conclure avec un. Puis après, le temps que tout se passe, il restait encore le locataire à l'intérieur. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps, mais ça se valide au moins. La partie financement, t'es parti quoi avec notre courtière, non? T'as fait ton truc de ton côté? J'ai fait mon truc en partie de mon côté. Il se trouve que la personne que j'ai contactée, on l'a contactée en même temps avec la courtière. Donc bon, voilà. Mais effectivement, j'avais fait de mon côté et avec la courtière. Et à la fin, on a quand même réussi à trouver un compromis. Un compromis, ouais. Et ça, on a pu avancer, quoi. C'est ça. Ok. Donc finalement, après, à quelques mois dessus, les choses se goupillent, local, financement. Évidemment, on avait une relation régulière, hein, parce que du coup, quasiment, et pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, on faisait des échanges. On prévoit l'ouverture. Formation déjà, où t'es venu à Montpellier. Formation Montpellier à l'époque, ouais. Voilà. Ça s'est bien passé, c'était bien. Très bien passé, avec Guillaume. C'était Guillaume. Guillaume et Kevin, ouais. Tout Guillaume à fait. et Kevin, ok. Ouais. Une semaine en immersion complète. Et après, ouverture. Quelques semaines, quelques jours après, quoi, le lendemain, quoi, ou quelques. Ouverture, ouais, je suis venu un petit peu avant l'ouverture parce que j'ouvrais sur une période où il y avait quand même pas mal d'autres franchises et surtout que j'ouvrais sur des jours fériés, donc du coup c'était un peu compliqué de tout en février, en mai, je vais y arriver. C'est ça. Ok. Et donc finalement, nous, tu te souviens un peu, t'étais dans quel état d'esprit? T'étais un peu stressé, t'étais excité, t'étais content, un peu de tout? Stressé et non, pas stressé, excité. Ouais. Excité. Avec une petite appréhension, ce qui est naturel. C'est ça, excité, la petite appréhension de la première voiture qui va venir et qui va avoir un garage vide et qui va devoir se dire je dois lui faire confiance à lui pour vendre ma voiture alors qu'il n'y a personne dans le garage. Et donc il y a cette sensation où tu te dis faut que j'arrive à prouver, mais je sais pas avec quoi je dois prouver. Mais voilà. À la fin. Et pendant ce temps-là, le franchiseur il me dit t'inquiète, ça va bien se passer. Oui, voilà. Puis à la fin, ça s'est très bien passé. Donc, Et cette première semaine, tu te souviens comment les mandats, ça a été chargé? Ça commence à remonter. Après, c'était une semaine de jours fériés. J'ai eu quand même j'ai eu une petite quinzaine de personnes qui s'étaient déplacées. Les jours fériés font que les personnes se déplacent plus facilement aussi. Donc, moi, j'ai pris le pas de commencer là, de travailler à ce moment-là. Mais ouais, effectivement, une quinzaine de mandats en première semaine, je dirais, ouais. Donc, on est monté assez rapidement, je suppose. Enfin, qu'est-ce qui s'est pas. On est monté assez rapidement. Alors, de base, on avait une borne à 65 que j'ai demandé à monter. Et je me suis rendu compte assez vite qu'à 85-90 voitures tout seul, ça commence à être un peu la course. Donc, au début, t'as ouvert tout seul? J'ai ouvert tout seul. Je suis resté tout seul de mi-avril, début mai, du coup, plutôt. Donc de début mai jusqu'à début septembre. Ouais, tout seul 5 mois, ouais. C'est un peu chaud. Un peu chaud. Mais après, du coup, au bout d'un moment, tu devais avoir une centaine de mandats, à peu près. Je suis monté à presque 100, mais c'est le moment où tu te rends compte que 100, ça fait beaucoup pour une seule personne. Tu t'essayes de vendre le plus possible et de pas trop renouveler trop vite parce que sinon, tu perds en qualité sur ce que tu proposes aux clients, que ce soit aux acheteurs et aux vendeurs. Donc du coup non, 100 ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. C'est là où je me suis à chercher aussi à vouloir recruter et étoffer un peu l'équipe. Donc ça a été chose faite en septembre où j'ai 2 personnes qui m'ont rejoint. Ok. Et au final, c'est passé comment ces 6 premiers mois? T'étais content? C'était chaud? T'avais en vente, en nombre de ventes, ça, c'était un peu au rendez-vous? Écoute, c'était au rendez-vous. Hein, c'était des mois de démarrage. Alors comme tout démarrage, ça va crescendo, mais on est gentiment monté sur les premiers mois jusqu'à sur une quinzaine de ventes, donc une quinzaine de ventes tout seul. Je considérais que c'était correct, c'était acceptable, les chiffres étaient bons, ça allait dans le bon sens. Encore une fois, tu gagnais de l'argent, c'était rentable. Ouais, c'est ça. Honnêtement, deuxième mois, tout était ok, les charges étaient payées, donc à partir de ce moment-là, voilà. Après, bon, c'est des mois d'ouverture, il y a pas mal de frais à l'ouverture aussi, donc t'es obligé de grossir gentiment et de faire exploser le business. Mais non, je n'ai pas rencontré de problème avec tout ça au début. C'est la question que j'allais dire. Est-ce que tu as rencontré des problèmes majeurs qui t'ont un peu... où tu te rappelles ou pas tant que ça?
Sur la gestion, pas tant que ça. Après, des problèmes majeurs, t'en rends compte sur l'automobile, sur tes clients, sur les ventes que tu fais, parce que on reste sur un secteur qui est un peu traître, celui de la vente de véhicules d'occasion, où t'as beau faire ton métier le mieux possible, bah, c'est une voiture qui a déjà été conduite pendant 100 000 km par quelqu'un d'autre, donc tu peux être exposé à des soucis. Et j'ai connu mes premières joies sur des SAV pendant l'été. Et bon, après, voilà, le tout, c'est de répondre présent et de répondre présent, tout simplement. C'est ce qu'on disait avec nos autres franchisés de Reims, c'est que une voiture, ça, voilà, elle peut tomber en panne, c'est normal. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on répond, comment on y répond. C'est pas la question de savoir, voilà. Et c'est vrai que ceux qui ont déjà traîné dans l'automobile, bah, ils sont pas surpris. Ceux qui n'ont pas traîné dans l'automobile, au début, ça leur fait un peu tout drôle. Mais on est là aussi, je pense, en tout cas, on a essayé de se montrer au plus proche pour t'aider, pour t'accompagner, pour bien t'orienter. Donc tu fais ces 6 premiers mois, finalement au bout de 6 mois, vous passez à 2. Au bout de 6 mois, on passe à 3. À 3 direct. On passe à 3, ouais. J'ai eu une semaine d'intégration où j'ai 2 arrivants, on va dire, avec un agent commercial et un alternant, que j'ai encore tous les 2 aujourd'hui. Donc du coup, alors, on a pu redistribuer les tâches un petit peu différemment, refaire du travail un petit peu plus qualitatif, parce que forcément, encore une fois, après une période de rush de 6 mois, à 80 mandats tout seul, on arrive un petit peu épuisé, donc il faut redistribuer un peu le tout à tout le monde, ressouffler un petit peu, prendre une semaine de vacances, et puis après c'était reparti. Donc t'as eu une semaine en quoi, en août? J'ai pris une semaine fin août, ouais. J'ai pris une semaine fin août qui faisait suite à mon mariage en juin, donc c'était une période assez... Ah oui, c'est vrai que tu t'es mariage en même temps. Ouais. Enfin, presque en même temps que l'ouverture. C'est ça. Un mois après, je me mariais. Fin août, du coup, on partait entre guillemets en lune de miel. Donc ouais, non, ça a été une période bien chargée pour un démarrage, mais écoute, on est encore là. Sport, donc, mais t'es sorti vivant. C'est ça. C'est important le sport. Et du coup, vous arrivez à 3, vous séparez un petit peu, vous diffusez, voilà, tu t'organises le travail. Vous finissez l'année. L'année se passe bien, comment ça se passe? On finit l'année se passe bien, ça roule, voilà, pareil, du coup, on se remobilise tous ensemble, donc le temps de remonter crescendo tous ensemble et de s'organiser, pareil, ça reprend encore 1 ou 2 mois où du coup, il y a un petit peu de flou, qui fait quoi, comment on s'organise, mais une fois que tout roule, tout a commencé à remonter bien gentiment à partir de novembre, septembre, octobre, on s'adapte un petit peu au travail tous ensemble, et après, à partir de novembre, on avance et ça déroule, ouais. Ok. Donc là, on arrive donc sur la fin de ta première année pleine finalement. On arrive sur mon premier exercice plein, ouais. Plein. Donc l'année 2025. Yes. T'es content de ton année? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu dirais? Satisfait. Ouais. Écoute, on va arriver sur une fin d'année à un peu plus de 250 voitures, je pense. Donc, si les projections sur le mois et demi restant sont bonnes, en tout cas, on arrivera à un peu plus de 250 voitures. Ok. Satisfait, c'était l'objectif. Bon. C'était l'objectif, ouais. Top. Ce qui représente quoi, à peu près 4-5 millions de chiffres, tu sais à peu près? En chiffres, on est à un petit peu plus de 4. On a un petit peu plus de 4. Après, c'est quand même très dépendant du chiffre d'affaires. Mais ça donne une idée du volume traité, tu vois. Voilà, après, c'est sûr que ça veut rien dire en automobile. Hein. Tu peux faire 4 millions et moins 1 million. C'est ça. Mais ok. Et tu sais à peu près en termes de résultats, sur quoi à peu près tu vas tomber? Aujourd'hui, alors, selon des estimations, encore une fois. Hein. Ouais, on va arriver sur une fourchette qui sera entre 70 et 100, je pense, en termes de résultats nets. Résultats nets, ouais. Donc pour une entre première... 50 et 100, disons, sur un premier exercice plein. Première année pleine. Ouais. Ce qui est quand même positif. C'est-à-dire que déjà, t'as déjà remboursé l'investissement, tu commences à gagner des sous, puis surtout, t'es dans le bon tempo. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est croissant, ça augmente bien, ça va dans le bon sens, donc c'est... Puis ouais, de toute façon, là... Donc ces derniers mois, t'es entre 20 et 30, 20, 25, 30 livraisons. 20, 25, non? 27, peut-être t'as pas fait des pics à 27? J'ai fait 29. J'ai un doute sur le fait qu'on ait fait 30, mais je crois pas. Ouais. Non, je suis resté là, j'ai fait 2 mois, j'ai fait mai-juin à 28, 29. Et bon, là, on va voir, on est déjà à 22, 23 sur ce mois-ci qui vont arriver, donc normalement, on peut... Bon mois. Toujours à 2,5? Vous êtes... On est toujours, alors on est un petit peu plus maintenant, on a une personne qui nous a rejoint aussi qui gère maintenant toute la partie administrative et une personne qui nous a rejoint aussi sur la partie mécanique. Donc on est un petit peu plus. Sur le commercial. Ton petit atelier. Ouais. Sur le commercial, on reste Toi, que 2,5. Toi, t'as fait le choix de... Ouais. Le choix de m'équiper, tout simplement. Voilà, plus pratique, une personne sur place en permanence pour contrôler les voitures, pour avoir un œil dessus vraiment... à 100%, c'est quand même plus simple. Voilà. Pour fiabiliser, quoi. Fiabiliser. Ouais. Tu fais un peu de mécanique extérieure ou non, du tout. Que tes bagnoles? Du tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur 20, on va dire 25, pour prendre une moyenne, sur 25 voitures livrées, on a de la préparation sur toutes les voitures, donc ça prend du temps. Préparation, pour ceux qui connaissent pas, c'est le nettoyage, intérieur, extérieur, là aussi les points de contrôle, les frais, s'il y a un petit peu de choses. C'est ça. Et alors, moi, pour ma part, toutes les voitures, elles partent avec au moins une révision. Donc
Voilà, c'est des choses où c'est bête, hein, mais tout l'un avec l'autre. Sur une voiture, si on prend 2 heures de nettoyage, 1 heure de point de contrôle et qu'on rajoute un petit entretien, on arrive vite à 5 heures de travail par voiture. Fois 25 voitures, on boucle l'agenda d'une personne sur un mois. Donc ouais. Un mec, ouais. Ok. Bon, en tout cas, première année positive. Tu as aussi essayé de pas mal développer un petit peu les achats-reventes, que tu aimes bien. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on peut en parler un peu de ça, parce que on dit souvent les mandats, le dépôt-vente, c'est le cœur du business, c'est la continuité, c'est le fil rouge. Grâce à ça, moi je crois profondément, je crois pas du tout en le fait de dire faire que du négoce, etc. Je crois que le négoce a très peu d'avenir, ça va être très difficile, en que du achat et des reventes. Le mandat, la manière dont il est fait, c'est très bien, mais il faut pouvoir, et grâce à ça, ça nous permet de coupler sur des achats bien précis. Et je crois que toi, t'es pas mal en achat. J'ai pris Mais t'achètes ponctuellement, quoi. J'achète ponctuellement. Ponctuellement toutes les semaines, mais une fois par semaine. Mais t'es pas dans le besoin. Non, je suis pas dans le besoin d'acheter pour tourner. Rien. Voilà. On tourne sur le mandat et on fait du plus avec de l'achat ou de la reprise. Encore une fois, ça me prend pas mal de temps. Sourcer des achats, c'est un métier à temps complet. Donc non, on sera pas dans la négoce à 100%. Mais pour autant, ça reste un bon complément. Ça vient compléter l'offre qu'on a déjà sur le mandat et ça nous permet aussi d'avancer parfois plus rapidement. Parce qu'avec le temps, du coup, tu as pu développer une petite trésorerie et pouvoir se positionner sur tes reprises et tes achats. C'est ça. Tu tournes avec quoi à peu près en trésorerie là en ce moment ? On a entre, là si je parle à un instant T, en stock de voitures qui nous appartient, on est aux environs de 180 et 200 000 euros de stock de voitures. Ouais. Ok. C'est bien, c'est top. Après, c'est vrai que, comme je dis souvent, à terme, moi je pense qu'une agence, ça doit être à 70% de mandat, 30% de négoce sur du négoce ponctuel, principalement issu des reprises ou des rachats cash. C'est la force de notre concept parce que du coup, on vend du mandat, on va faire la vente du mandat et aussi les gens ont une reprise à faire. Mais au moins, on peut être agressif et punchy sur la reprise, ce qui nous permet de faire les bonnes affaires. Et de temps en temps, pourquoi pas faire un petit peu ce que tu fais. C'est complémentaire. Après, le but, c'est que chacun soit à l'aise. Celui qui est plus à l'aise avec les négoces va peut-être un peu plus pousser. Celui qui est moins à l'aise et qui préfère faire que du mandat, il va faire que du mandat et du dépôt-vente. Encore une fois, le temps que je passe, moi, à sourcer des voitures et à faire ce que j'aime aussi, à acheter et à sourcer des voitures, c'est du temps que je passe pas sur du mandat potentiellement. Donc, celui qui veut faire que du mandat a raison aussi. S'il se concentre à 100% dessus. Ouais. C'est la beauté de notre métier. Moi, je pense que les deux métiers vont converger. Je pense que demain, à terme, des négociants indépendants, Mathieu Automobile, ça n'existera plus. Ils seront obligés de s'associer à une enseigne et ils seront obligés de compléter leur stock par du dépôt-vente. Moi, je le vois de plus en plus. Mais à la fois, le négociant rez-de-chaussée d'immeuble avec des feuilles derrière sa vitrine. Ouais, pas le négociant, celui qui fait du mandat avec des feuilles derrière sa vitrine, il est condamné. C'est pas possible. Ok. En tout cas, c'est pas une façon d'aborder le métier qui me plaisait, donc c'est pour ça que je suis à la direction Wicard aussi. Et toi, un point aussi important, c'est que les mandats, ils sont alimentés dans ton agenda. Ouais. Juste un petit point là-dessus. Je crois qu'on est pas mal en plus en termes de rythme. En région parisienne, en général, il y a pas mal de mandats. De temps en temps, évidemment, il faut arriver à tenir les no-shows. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, toi, t'es pas mal alimenté. On a combien de mandats aujourd'hui dans ton portefeuille ? En mandat, 120 une bonne centaine. Une bonne centaine. Une bonne centaine, ouais. Donc, en tout cas, une belle affaire. Une bonne vraie première année, année 1 bis, on va dire. Une année, une première, j'aime bien la première vraie année. La première vraie année, quoi. Parce qu'elle est plus positive, elle est positive à 100%, donc j'aime bien l'appeler la première vraie année. Après, on va faire pour que ça dure. Ok. En tout cas, t'es content ? Ouais. Tu regrettes pas ton choix d'être devenu déjà ton propre patron ? Non. Pour rien au monde, tu retournerais avant ? Non. Pas prévu et là en plus point important, j'aime bien souvent je te coupe, ta femme aussi a accouché il y a quelques mois je crois. Petite fille, petit garçon, petit garçon. C'était cet été, non? Ouais. Cet été, oui, quasiment en même temps que notre séminaire. Et c'est important comment t'arrives à te faire entre père et équilibre entre vie pro et vie perso. T'arrives à rentrer pas trop tard le soir. En région parisienne, c'est un vrai défi. Alors déjà j'ai la chance d'habiter à 6-7 minutes en voiture de chez moi. Donc ça c'est un luxe. C'est une contrainte en moins déjà sur le planning. Et d'avoir une crèche qui est à 1 minute 30 de là où j'habite ou de là où je travaille. Ah oui, donc ça, 5 minutes de là où j'habite. C'est la grande vie. Donc en région parisienne, tout est plutôt bien relié, tout tout va dans le bon sens aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus de regard. Ça demande plus d'organisation. Et effectivement, après, il y a des contraintes personnelles qui sont aussi plus importantes que le business. Voir son fils et sa femme et voir toute cette petite famille, c'est quand même plus important que de rester tard au business des fois. Donc voilà, quitte à rentrer et à retravailler une fois que tout le monde dort. Mais t'arrives à rentrer pas trop tard. J'arrive à rentrer pas trop tard. Ouais.
Ok. Je coupe. Et du coup, si tu déposes à la crèche, tu déposes tôt, quoi, le matin. Écoute, lui, il commence à 8h45, donc c'est pas non plus tôt. Hein. Ouais, donc En toi, réalité, je venais plus tôt avant de le déposer à la crèche. Maintenant, j'ai cet Ouais. impératif de le déposer à 8h45. Avant, j'étais là vers 7h30, 8h, commencer à faire les choses à la fraîche, j'aime bien. Je peux Ouais, plus. quand il y a personne au calme. C'est ça. Je peux plus. Du coup, je l'ai fait à la fraîche chez moi avant que tout le monde se réveille. Et après, je dépose et après, je continue au travail. À 9h, t'es là, quoi. Et à 9h, je suis au travail. Voilà. Tu vas le chercher à la crèche aussi? Et je vais le chercher à la crèche. Ouais. À 18h, quoi. À 18h. Ouais. Donc ça coupe un peu plus tôt qu'avant. Ouais. Tu t'y remets peut-être un peu. Je m'y remets. Si t'es un peu à la bourre, une fois que tout le monde dort, quoi. À 20h, quoi. Ouais, c'est ça, une fois que tout le monde dort. Ouais, on connaît ça. Ok. Bon, impeccable, Mathieu. En tout cas, une belle année. On est content de t'avoir avec nous. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais qu'on fasse cet échange ensemble. Qu'est-ce que t'as envie de mettre en place? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Comment tu vois 2026? Écoute, sur la même lancée que 2025, j'ai envie de dire, tout va dans le bon sens, on travaille bien, on travaille de plus en plus efficacement, parce que mine de rien, entre travailler seul, avec peu de stock de voitures, et travailler à plusieurs avec une équipe, un mécanicien à gérer, et un peu plus de stock, gérer la logistique, etc., ça commence à se densifier, donc non, je vois l'année 2026 sur la même lancée que 2025, avec encore un peu plus d'engagement, et peut-être un dernier commercial pour rejoindre l'équipe, que j'ai une équipe commerciale complète et pouvoir effectivement plus m'occuper de la gestion et développer le business autrement aussi. Ouais, donc c'est de monter peut-être à 300 livraisons, un peu plus peut-être. Ouais, ce serait bien, 300, ce serait un bel objectif. Je pense que on essaiera d'en faire au moins 20 de plus que cette année déjà, et après, si on arrive à faire plus... Avec faire progresser un petit peu les marges. Ouais, faire progresser les marges. Alors encore une fois, on fait au mieux pour avoir des belles marges, avoir un business qui est rentable, parce que des belles marges, ça veut aussi dire un business rentable, sans avoir des prix qui sont hors limite pour les clients acheteurs, et sans non plus assassiner les clients vendeurs, parce que je considère qu'on est quand même dans une relation où on a deux clients, et tant l'un que l'autre, il faut en prendre soin, et voilà. La base de notre métier, c'est ça, c'est aussi le respect à ce niveau-là, et je sais qu'il y a certaines façons de faire qui sont pas top, et nous, on se ressent pas trop là-dedans. C'est ça, nous, c'est nos valeurs, hein. Professionnalisme, intégrité, transparence, c'est vraiment les choses sur lesquelles on veut travailler. Dernière question, comment tu vois les choses dans les 3-4 ans? Comment t'as envie de... Si tu veux voir un peu plus loin, si tu vois... si t'es déjà posé un peu la question. Ouais, écoute, 3-4 ans, on va essayer de booster à 100% déjà ce garage-là, et on verra peut-être pour dupliquer dans le coin, dans ce beau département du 94, si possible, un deuxième point de vente pour venir compléter tout ça. Ouais. Ok, bon bah parfait Mathieu. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Souhaite que tu continues à être content, à prendre du plaisir dans ce que tu fais, à continuer d'être performant. Parce que voilà, nous, comme on dit, on veut toujours les meilleurs franchisés sur les zones où on s'intègre, on s'installe pour faire... moi, je crois profondément qu'on veut être numéro 1, mais on y arrivera en faisant de nos franchisés les plus rentables de France. Merci Mathieu pour cet échange. C'était un plaisir. J'espère que toi aussi. Plaisir partagé. Et puis, on verra dans les prochaines années, on se fera une autre interview. Avec grand plaisir. Peut-être l'année prochaine, voir si les objectifs, t'as pu les maintenir et on a pu continuer à dérouler. Ok. Un petit mot de la fin ou tout est bon pour toi? Tout est bon pour moi. Bon, parfait. Merci à toi. Ciao. Merci Romain. Ciao.